On va parler, on est en live là, des stats de la Ligue 1. On va parler des stats collectives et individuelles. Voilà, il y a 10 journées qui ont été jouées, donc c'est l'occasion de faire un premier point. Ça fait quand même assez de journées pour avoir un peu de recul. Toutes les équipes ont affronté des adversaires forts et moins forts, même si certaines ont eu des calendriers plus simples que d'autres. C'est quand même l'occasion de faire un petit point, voilà, après 10 journées. Notamment des stats collectives, mais on parlera aussi de certaines statistiques individuelles. En fait, le but, ça va être de comprendre le positionnement de chaque équipe en Ligue 1 et peut-être d'anticiper la suite, comment ça pourrait se passer, où est-ce qu'il faut faire attention, où est-ce qu'on peut être, qu'est-ce qui peut être encourageant, etc. Donc on va pas plus tarder que ça, on va aller sur Understat et après on va passer différents sites, différentes statistiques pour avoir un petit point de vue global. Donc on est sur Understat, on a le classement de Ligue 1 à l'heure actuelle après 10 journées. Donc on a le Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco, Lille, Nice, Lyon, etc. Montpellier dernier, le Havre, Saint-Etienne. Et vous en avez l'habitude. Ce qu'on fait à chaque fois sur Understat, on regarde les expected points. Donc qu'est-ce que ça veut dire si vous vous rappelez toujours pas ou si vous avez jamais vu ou si vous vous rappelez pas ce que c'est. Le classement aux expected points, donc quand je vais appuyer, vous allez voir, ça va changer le classement. C'est un classement qui est fait en dehors de toute sur- ou sous-performance individuelle. Donc s'il n'y avait pas un mauvais gardien, un très bon gardien, de très bons attaquants, de mauvais attaquants, si à peu près tout le monde était à la limite par rapport à... Si tout le monde était sur un même pied d'égalité par rapport à ce que les équipes produisent offensivement et défensivement. Parfois tu peux être mauvais, mais juste avoir ton gardien qui te sauve, et du coup tu es bien classé, mais pas que tu le mérites pas, mais ton classement cache la vérité, on va dire ça comme ça. Collectivement, ça roule pas si bien. C'est ton gardien qui est de ton équipe. On va le voir, il y a des équipes qui sont concernées. Donc hop, en cliquant là, on voit que du coup Paris reste premier. En fait, c'est un classement potentiel, hein, c'est pas un classement au mérite. Les équipes qui sont où elles sont, elles méritent d'y être, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste un classement prédictif et potentiel. Donc Monaco, deuxième position. Toulouse, qui sont 12e mais qui seraient 3e. Donc la plus grosse sous-performance peut-être d'Europe à l'heure actuelle dans les 5 grands championnats. Être 12e au lieu de 3e, et encore avant, Toulouse était encore plus bas. Ils sous-performent offensivement et défensivement, on verra après pourquoi. Dans les grandes lignes, Guillaume Rest, je crois que c'est même le gardien qui sous-performe le plus en Europe cette saison. Alors il s'est un petit peu rattrapé dernièrement, ça va. Mais sur le début de saison, c'était l'un des pires saisons que j'avais jamais vu, je crois, d'un gardien dans les stats. Il avait encaissé 170% de buts en plus que prévu, quelque chose comme ça, enfin un truc assez fou. Offensivement, c'est pareil, à Bouclal, etc. Il y avait beaucoup de mal devant le but au début. Mais bon, là, ça revient bien, donc il remonte un petit peu. Donc voilà, grosse sous-performance de Toulouse, c'est ce que je vous disais. Toulouse, 3e, potentiel parce que, en fait, Toulouse se créait des occasions et n'en concédait pas tant que ça. En fait, vous voyez, dans les occasions concédées, Toulouse, c'est la 2e équipe qu'on concède le moins. La 2e qu'on concède le moins en Ligue 1. Faut se rendre compte un peu. C'est fou. Et pourtant, ils étaient super bas au classement. Du coup, dans la tête des gens, on va se dire, ils prennent l'eau, ils font que concéder 2 occasions, etc. Mais pareil, je crois que c'est la 2e. Toulouse, c'est l'une des 10 équipes qui subit le moins de touches dans sa surface en Europe cette saison. Ils sont devant des équipes comme le Barça, par exemple. Le Barça concède plus de touches dans sa surface que Toulouse. Faut se rendre compte des choses. Et que le classement, c'est très trompeur. Faut arrêter de se fier au classement, etc. pour analyser une équipe. Ça ne veut rien dire. Enfin, si, la forme à la limite, mais sous-jacent, qu'est-ce que ça cache un classement? Faut toujours aller voir derrière. Lyon, qui pourrait être 4e, eux, c'est notamment offensif, la sous-performance, un peu défensif aussi, parce qu'il y a eu des erreurs, etc. Sinon, Péry, en termes de performance individuelle, ça va, il me semble. Lille, du coup, ils sont 4e et ils sont 5 aux expected points. Lens, ok. T'as Nantes, qui mine de rien est 14e et qui pourrait être, on va dire, presque dans le premier tiers. Donc, pareil, en fait, c'est simple. Dites-vous simplement, si dans cette colonne-là, il y a un petit truc en rouge à côté de l'équipe, c'est qu'elle sous-performe offensivement. Comment on peut le comprendre? Soit ses attaquants galèrent devant le but, soit les gardiens adverses, c'est Neuer Prime à chaque fois, etc. Bon, souvent, c'est plus les attaquants qui sont en méforme, mais parfois, tu as des équipes comme ça, ils ont un peu la guigne, et face à eux, les gardiens sont toujours en forme. Donc, c'est complexe. Donc, en rouge, sous-performance offensive.
On voit que Lens, c'est dur. Hein. Et en vert, surperformance offensive. Alors ça ne veut pas dire que l'équipe ne rate pas d'occasion, mais ça veut dire qu'au pire, elle compense parce que ses attaquants mettent des buts compliqués. Et on voit que Marseille, c'est la plus grande surperformance offensive du championnat. On voit d'ailleurs qu'ils sont deuxième au classement réel, mais qu'ils pourraient être dans le deuxième tiers, pas loin du dernier tiers en réalité. Et même si on regarde en détail, donc face à Brest, ils gagnent 5-1, mais en fait, la victoire est logique, ils ont plus d'occasions, etc. Mais les 5 buts sont pas tant logiques. En fait, il y a des buts compliqués qui ont été marqués. Tu as celui de Greenwood qui vaut 0,05 XG. Je me rappelais qu'il y avait un but pas si simple. Mais en fait, du coup, les buts comme ça, mais c'est pareil pour Brest. Hein, le but de Mady Camara, il vaut 0,03 XG, sauf que Brest manque un penalty. Donc ça s'équilibre un petit peu. Mais en fait, quand on regarde dans les stats, 5-1, tu te dis 99% de chances que Marseille l'emporte, mais en fait c'est 76%. Mais ça va, ça reste quand même normal. Contre Reims, pour le coup, là il sous-performe. Contre Reims, on se rappelle Eli Wahi il y a Harit, mais il y a Wahi qui manque des grosses situations, il me semble. Alors ça devait être là, on n'a qu'à l'isoler Wahi. Voilà. Il manque pas mal de grosses situations, on s'en rappelle bien de ce match. Et puis face à Toulouse, pareil, ils mettent 3 buts avec 1,30 de XG. Face à Nice, Nice a plus de XG. Face à Lyon, c'est une folie. Lyon, un penalty manqué, Georges Mikotadze, grosse occasion manquée, 96% de chances que Lyon l'emporte normalement et 1 seul % pour Marseille. On en avait déjà parlé lors de la première analyse en début de saison sur la chaîne. Mais ouais, il y a beaucoup de surperformance. Et même contre Nantes, par exemple, victoire 2-1, j'ai vu plein de commentaires, l'équipe surdomine, etc. Ouais, c'est bien de surdominer. Mais au final, qu'est-ce qui se passe en fait ? Tu te crées une seule grosse occasion, une seule grosse occasion sur une frappe en tout cas, Neil Maupay. Et sinon, il y a le but de Greenwood, mais qui finalement vaut 0,04 XG. En fait, c'est pas la performance collective de l'équipe qui fait que Greenwood il marque là. C'est individuellement une action de classe, on va dire. Et à Nantes, c'est l'inverse. T'as Kadewere qui manque de grosses situations. Et en fait, au final, dans les simulations statistiques, Nantes l'emporte 43% du temps, il y a 33% du temps un nul et 24% une victoire de Marseille. Donc voilà ce qui explique un peu pourquoi Marseille a un tel écart. Quand on va voir, si on veut, vous allez voir Toulouse, mais ça va être un peu l'inverse. C'est-à-dire que là, il y a 0-0 alors qu'ils ont plus d'occasions. Qu'est-ce qui se passe contre Brest, ils perdent 2-0, ils ont 2,35 XG à 0,71. Contre Lyon, ils perdent alors qu'il y a des XG similaires. Voilà, c'est toujours un peu des trucs comme ça. Contre Angers, 1-1. Alors qu'au final, ils ont 2 grosses situations là, qui sont manquées. Si on regarde les stats, 64% de victoire de Toulouse. En fait, ça veut dire que le match, il est resimulé 1000 fois. Et quand il est resimulé 1000 fois, Toulouse gagne 640 fois. Donc voilà, bon, c'est fantasmagorique. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être que d'ailleurs, dans ces situations-là, si par exemple Toulouse avait marqué un des buts qu'ils ont manqué, ils auraient quand même perdu parce que l'équipe en face aurait remis beaucoup de jus, etc. Enfin, c'est quelque chose de... C'est un outil. En gros, qu'est-ce que ça permet de se dire ? Ça permet de se dire, Toulouse, mais du coup, on en parlait déjà dans la dernière vidéo, après, je crois, 5 matchs. Toulouse, ils ont le potentiel de remonter. Si Guillaume Rest est plus en forme et que les attaquants finissent mieux les actions, Toulouse, ils peuvent largement être dans les 10 premières places. Au final, Toulouse était très bas et on voit qu'ils commencent à remonter. Donc la logique commence à se rétablir. Et pour Marseille, surperformance de fou. Geronimo Rulli qui fait des arrêts, à part contre Paris, mais sinon il a été décisif je ne sais pas combien de fois. Les attaquants qui mettent des buts super compliqués que tu mets une fois sur 100. Et au final, la différence c'est que Marseille a surperformé aussi souvent dans des situations d'infériorité numérique, etc., où il y avait des cartons rouges. Du coup, c'est plus compliqué à jauger Marseille. C'est-à-dire qu'ils ont quand même 4 matchs sur 10 où ils sont à 10 contre 11. Donc, c'est délicat. On va dire que c'est possible que sur le long terme, en ne comptant que sur ça, Marseille perdre un peu le pied si les attaquants devant sont moins décisifs, moins finisseurs et que Rulli perd un peu de forme. En fait, Marseille, à l'heure actuelle, a beaucoup dépendu de ses individualités.
Mais les individualités de Marseille lui ont aussi beaucoup coûté, parce que j'avais publié un post dessus, mais c'est l'équipe dans laquelle il y a eu le plus d'erreurs individuelles nettes cette saison en Ligue 1 au niveau défensif, enfin même au niveau global. Donc erreur individuelle nette, c'est carton rouge, contre son camp, pénalty provoqué et donner un ballon à l'adversaire limite pour qu'il ait une occasion, enfin lui rendre un ballon et qu'il ait une occasion juste derrière. Donc Marseille, c'est un cas un peu à part. J'attends d'en voir plus à 11v11. Mais là, bon, contre Nantes à 11v11, il aurait pu avoir nul, on l'a vu. Mais voilà, ça vous permet d'avoir déjà plus de recul et de vous dire, bon, bah Paris, ok, offensivement, il pourrait faire un petit peu mieux. Il y a des manqués. Monaco, pareil. Toulouse, pareil, etc. Nice, ça va. Strasbourg, ça va. Même si Emega choque pas mal, on va en reparler après. Mais voilà, ça permet d'avoir une sous-analyse, chose qu'on fait assez peu. On se base trop sur le classement global, bête et méchant, mais c'est pas comme ça qu'on analyse dans le football. Il faut savoir que les expected points, c'est utilisé par les clubs, c'est utilisé par Liverpool, c'est utilisé par Midtjylland, un club qui est connu un peu pour la data, etc. Leipzig s'en sert aussi. En fait, il y a beaucoup de coachs qui sont recrutés comme ça, parce que demain, je sais pas, par exemple, Martinez de Toulouse, le coach. Tu regardes la position de Toulouse, bon là ça va mieux, mais bon, ça reste quand même pas glorieux. Bah, tu es un club, tu veux le recruter, tu vas dire, ah ouais, bah non, ça vaut pas le coup. Il est 12e avec son équipe. Wow, alors ça, c'est le degré zéro de l'analyse. En fait, voilà, son équipe, elle produit assez pour être à la 3e place. Alors après, il y a d'autres questions. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, bah, du coup, c'est carrément pas de la faute de l'entraîneur. En fait, c'est les attaquants qui ont les pieds carrés et Guillaume Rest qui est un gruyère. Oui, mais c'est aussi le rôle de l'entraîneur de faire en sorte que ses joueurs soient en confiance. Donc, c'est délicat. C'est un sujet un petit peu délicat. Bon, une fois que ça c'est montré, on peut aller sur Sofa, voir un petit peu 2-3 trucs. Donc, alors les grosses occasions de but. Donc, grosses occasions de but, ce sont les occasions claires et simples de marquer que les équipes se sont créées. Donc, le travail du coach, c'est qu'offensivement, un coach doit faire en sorte qu'offensivement, les équipes se procurent des situations simples. Parce que tu ne peux pas passer ta saison à compter sur des individualités qui mettront des buts compliqués. Donc, par exemple, tous les buts ne sont pas des grosses occasions. Un but hors surface, ce n'est pas une grosse occasion. Grosse occasion, c'est vraiment occasion simple. Comprenez-le comme ça. Paris 57. Bon, c'est vraiment un autre univers. C'est-à-dire qu'ils surdominent la Ligue 1. Et ils ne sont pas loin. Il y a un monde où ils vont finir avec le double du deuxième. C'est grave à ce niveau-là. Lyon 35. Lyon qui manque pas mal d'occasions, on le verra après. Strasbourg 33, Lille 32, Monaco 28, Nice 26, Auxerre 26. Marseille, on le disait, ils sont deuxième de Ligue 1. Je crois qu'ils sont deuxième au niveau du nombre de buts marqués aussi. Ouais, mais en fait, ils ne se créent pas tant de grosses occasions. En fait, les deux raisons, c'est qu'ils en loupent peu, vous allez voir, et en plus, ils mettent des buts compliqués, donc pas sur des grosses occasions du coup. Stade de Reims, Toulouse, Nantes, Lens. Lens 12e, ça craint un peu quand même. 12e, le RC Lens, on les attend quand même plus haut dans la production d'occasions et dans la capacité à faire des choses offensivement. Il va falloir se bouger un petit peu. Après, Lens n'a pas eu un calendrier très simple. Lens, ils ont joué beaucoup de grosses équipes, mais bon, quand même. Brest, c'est dur aussi. Angers, Le Havre, Saint-Etienne, Rennes. Bon, Rennes, il est temps que ça, Rennes, il est temps que ça bouge. On va pas se mentir, là, c'est critique. T'es le Stade Rennais. Tous les ans, tu investis quand même un peu sur les transferts. C'est pas que c'est un euphémisme, mais tu investis bien sur le marché des transferts. Tu fais des bonnes recrues, des choses intéressantes. 13 grosses occasions de but. Angers, Le Havre, Saint-Etienne ont été plus... Enfin, leur système de jeu ont plus permis de créer du danger que le tien. faut se rendre compte, faut conscientiser le truc. Dans les grosses occasions manquées, donc Paris 36, alors il faudrait faire le pourcentage, mais 36 sur 57 du coup. Donc, après, j'ai fait un post aujourd'hui, mais en gros, Paris sont à une soixantaine de pourcents de situations manquées. Lyon, pareil, ils sont... en fait, la moyenne de grosses occasions manquées en Europe, c'est 60%. Les équipes en général manquent plus qu'elles ne marquent les grosses situations, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et du coup, Paris, ils sont à 63% de manqués, Lyon 62, quelque chose comme ça. Monaco, il doit être à 72, ils en manquent énormément. Lille 63, Strasbourg ça va, c'est 56, quelque chose comme ça. Nice, je crois que ça va aussi. Toulouse, ça va aussi. Reims, je sais plus. Lens, 75% de manqués, je crois quelque chose comme ça. C'est simple, 14 grosses occasions manquées sur 19. C'est immense. Ça veut dire qu'ils ont réussi à marquer que 5 buts sur des grosses occasions. C'est fou de se dire ça. Marseille 13, donc ça va, ils ne choquent pas trop.
Rennes qui en manque 8 sur les 13 qui se sont procurés. Enfin voilà, assez critique. On peut regarder aussi les poteaux. Parce qu'une frappe sur le poteau ne vient pas forcément d'une grosse occasion. Un tir hors surface qui fait poteau, ça n'est pas une grosse occasion manquée. Parce que de base, c'était pas une grosse occasion. Donc parfois, on peut combiner les deux pour avoir un avis. Et ouais, Lyon c'est dur. C'est assez dur. Paris, donc poteau est transversal, hein, bien sûr. Paris, Lille, Lens, Marseille, Monaco, Rennes, etc. Bon, après, c'est plus anecdotique. Mais voilà pour les stats d'équipe dans ces domaines-là. Sur le niveau individuel, dans les stats que j'aime bien, donc dribble réussi, c'est déjà expliqué, celles-là sont tronquées pour différentes raisons. On peut regarder une première chose, on va regarder, voici les joueurs qui ont manqué le plus de grosses occasions en Ligue 1 cette saison. Alors en général, c'est pas grave de manquer des occasions de but, c'est pas dramatique. Ça arrive. Ce qui commence à être critique, c'est si tu as 2 fois plus d'occasions manquées que de buts marqués, et si tu en as 3 fois plus, etc., etc. Bon là, c'est vraiment, vraiment un problème. Et on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas. C'est rare que ce soit à ce point, mais Emega a 3 fois plus de manqués que de buts. 9 gros manqués pour 3 buts. Abouklal, il commence à se rattraper, mais il n'y a pas longtemps, il était à genre 1 but ou 2 pour 7 gros manqués. Mikotadze, bon, on comprend que ce soit dur du côté de Lyon. C'est vrai qu'il y a des Lyonnais qui demandent sa titularisation et il a mis un doublé il n'y a pas longtemps, mais 7 gros manqués pour 2 buts. Mbolo, 7 gros manqués pour 1 but. Il n'y a que Barcola qui est en positif dans ceux qui ont le plus manqué là. 6 manqués pour 8 buts. 6-2 pour Asensio. On se rappelle, il avait choc 2 superbes passes de Vitinha, je crois, contre Le Havre en début de saison. Onewu qui a 6-2 aussi, 5-1 pour Douglas Augusto, 5-2 pour Enzola, Adams, les pénaltys aussi sont comptés d'ailleurs comme des grosses occasions. En fait, la plupart, il y en a très peu qui ont plus marqué que manqué. Si Guessant, il a plus marqué que manqué. David aussi, etc. Mais bon, on va dire que quand tu es à partir de 3, c'est pas trop grave. Mais ouais, ça peut expliquer aussi certains trucs voilà, un peu relous aussi, certaines contre-performances. Bon, Wai sur les 5, je crois qu'il en fait 3 ou 4 contre Reims. Kolo Muani du côté de Paris. Bon, on voit que dans les 20 joueurs qui ont le plus manqué, il y a 1, 2, 3, 4 Parisiens. Il y a 4 Parisiens, je crois que c'est l'équipe la plus représentée. Il y a 2 Rémois, il y a 2 Marseillais, ouais, il y a un Niçois, un Nantais, un Auxerrois, un Monégasque. Mais ouais, comme je disais, alors, ça peut être vu comme quelque chose d'encourageant. C'est un peu comme on le disait là avec certaines équipes. C'est-à-dire que ces joueurs-là, et on le voit là avec Abouklal, s'ils reviennent, ça veut dire qu'ils savent se procurer des occasions. Donc s'ils commencent à enclencher et à parvenir à les convertir, ça peut faire très mal. Donc attention à eux, mine de rien. C'est pas condamné. Souvent, quand tu commences une saison un peu mal comme ça, tu la finis mal. Je préfère prévenir tout de suite. Mais pour autant, c'est-à-dire que quand tu es parti sur une crise de confiance sur tes 10 premiers matchs, vous savez, les attaquants, c'est comme un peu les gardiens de but. C'est quand même rare que le joueur passe du tout au tout d'un moment à l'autre de la saison. Ça se fait, mais c'est rare. Donc là, bon, il y aura beaucoup de ces joueurs-là qui finiront leur saison avec beaucoup de manqués et peu de buts, mais il y aura peut-être des exceptions, peut-être Abouklal, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et deuxième chose que j'aimerais vous montrer, ça va être les joueurs qui ont donné le plus de caviar en Ligue 1 cette saison. Et on va voir s'ils sont bien payés ou pas. Parce que les passes décisives, bon, vous le savez si vous me suivez, mais c'est l'une des stats les moins pertinentes. Ça dépend de la finition des coéquipiers. Et on voit qu'Hakimi, Hakimi et Perrin qui a moins joué. Ce sont les 2 joueurs qui ont donné le plus de caviar cette saison en Ligue 1, donc de passes. En fait, à la fin de la passe qu'ils ont donnée, ils donnent une passe à un coéquipier. Le coéquipier est en situation nette de marquer. Les grosses occasions dont on parlait. Des passes qui ont mis le coéquipier en situation de grosse occasion. Et du coup, c'est Hakimi et Perrin qui en ont fait le plus. Donc Perrin, la majorité sont sur coup de pied arrêté. C'est un très bon tireur de coup de pied arrêté. Hakimi, c'est plus dans le jeu. Si vous voulez voir sur mon Twitter, j'ai posté un gif avec toutes les passes qui ont été manquées. Mais du coup, Hakimi devrait être le meilleur passeur de Ligue 1 cette saison, et c'est Joao Neves, qui lui est à l'équilibre, 6 créés pour 6 passes décisives. Alors ça ne veut pas dire que ces 6 passes décisives sont sur les 6 occasions créées. Parfois, il a fait des passes, Joao Neves, notamment une qui était bonne, qui a été manquée par un coéquipier, mais parfois ça a été compensé parce que par exemple, Barcola en début de saison, Neves lui fait une passe, Barcola il fait un raid de 30 mètres et il marque. Ça, c'est pas une grosse occasion créée, la passe décisive, elle vaut rien. Joao Neves n'avait rien créé. Donc voilà. Ito qui est toujours là, tous les ans. C'est vraiment, d'ailleurs c'est un des meilleurs centreurs d'Europe, déjà il est très bon centreur. C'est vraiment un top joueur Ito, et tous les ans il est là. L'an dernier c'était le premier.
en Ligue 1. Comme quoi, voilà, se fier aux passes décisives, c'est ridicule, ça prouve rien. Donc Hakimi, Perrin, Dembélé, John Neves. Il n'y a que Neves qui a l'équilibre, sinon les 3/4 des gens sont souvent mal payés. Est-ce qu'il y a des gars qui ont plus de passes D qu'ils n'ont vraiment créé d'occasion? Ouais, Luis Enrique, il a 4 passes D, il a créé que 3 occasions claires. Voilà, amusez-vous, hein, c'est public à checker de temps en temps, mais c'est intéressant. On voit du coup du Neves, Barcola. Kanginli, 5 occasions créées, 5 grosses occasions créées pour 0 passes D, en jouant que 560 minutes. Donc quand même par rapport à son temps de jeu, c'est très impressionnant. Par 90 minutes, il doit être dans les meilleurs. Zegrova aussi, très mal payé. Simon, ok. Asensio, Savanier, du coup. Greenwood, 4-1, ouais. 4-3 pour Bakwa. Tolisso, 4-1. Après, les Lyonnais, comme ça finit mal devant, forcément. Ouais, c'est dur. Benrahma, etc. Mais ouais, on voit les 10 premiers. Il y a 1, 2, 3. Il y a 5 Parisiens dans les 10 premiers. On voit qu'il y a de la création. Hein. C'est pas vraiment un problème. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt, qui se trompent peut-être de combat. Le problème des Parisiens, c'est pas vraiment de créer des occasions, c'est de les finir. Ça, je crois qu'on l'avait remarqué. Mais ouais, après, t'as quoi? T'as 2 Lyonnais, pareil, 2 Lillois. T'as Elias Benseguir, ouais, très bon début de saison, très intéressant. Gbo, ouais. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'était les stats que je voulais vous montrer sur SofaScore. Sur MarkStats aussi. Alors, MarkStats, truc intéressant, il donne les XG par 90 minutes à 11 contre 11. Et je trouve ça assez intéressant de regarder parce que du coup, Marseille est deuxième. Quand Marseille joue à 11v11, ce qui n'est pas beaucoup arrivé cette saison, bah, c'est une des équipes qui produit le plus. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'ils sont durs à juger. Donc, par contre, est-ce que c'est une des équipes qui subit le moins? Rien n'est moins sûr. Ouais, non. Même à 11v11, Rennes est hors du meilleur tiers en occasion subie, etc. Donc, il y a quand même un gros problème défensif du côté de l'OM. Alors, Field Tilt, c'est une stat intéressante. Je vous l'explique. En gros, 68,28. Comment expliquer? Ça veut dire que dans un match où le Paris Saint-Germain joue, sur 100 touches dans les 30 mètres des deux équipes, par exemple, tu regardes le nombre de touches dans les 30 mètres d'une équipe plus de l'autre, il y en a 100 en tout. Donc par exemple Paris joue contre Marseille. Marseille touche 50 ballons dans les 30 mètres parisiens, 30 derniers mètres, et Paris touche 50 ballons dans les 30 derniers mètres défensifs de l'OM, bah, il y a 100 ballons touchés dans les 30 derniers mètres dans le match. Et bah, en gros, ça veut dire que dans les matchs de Paris en général, sur 100 ballons touchés dans les 30 derniers mètres, eux, ils en ont 68. Donc, en gros, c'est une manière c'est vu comme un équilibre du terrain, à quel point c'est plus toi que l'adversaire qui est dans les zones cruciales, on va dire, dans les zones dangereuses. Donc on voit que dans ces stats-là, Paris, Lille, Lyon, Lens et Rennes sont les meilleures équipes. Rennes, c'est une équipe vraiment intrigante parce que j'ai publié, ils sont dans les équipes qui ont le plus de possession haute en Ligue 1, qui dominent le plus, et là on le voit ici. Ils sont aussi dans les équipes qui récupèrent le plus de ballons hauts dans les 30 derniers mètres. Mais par contre, ils n'arrivent absolument pas à le traduire offensivement. C'est-à-dire qu'ils ne font rien. Ils ne font rien offensivement. Ils se créent, on l'a vu, 13 grosses occasions de but. C'est fou, c'est une domination stérile au possible. Et du coup, Rennes, on dit Paris stérile. Bon, que ce soit agréable ou pas à regarder, chacun son avis, mais par contre, il se crée des occasions. Et Rennes, non, c'est horrible, c'est terrible, mais c'est dur. Les XT, c'est intéressant aussi, c'est à quel point t'arrives à aller dans des zones de danger. Donc c'est intéressant de comparer les XT aux XG, parce qu'en fait, parfois, tu as des équipes qui arrivent à aller dans des zones de danger, mais qui n'arrivent pas à se procurer des occasions. Et Rennes, on voit que du coup, ils arrivent à aller assez haut sur le terrain, mais pas vraiment dans des zones si dangereuses. Alors qu'Auxerre, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, y arrive plus. Reims, Nantes arrive souvent à aller dans les zones les plus dangereuses, etc. C'est vraiment intéressant, hein, ce genre de stats-là. Là, c'est la def-line, donc c'est une question de style de jeu, ça n'a aucun rapport avec la performance. Tu peux être très haut et mal défendre. Hein. Mais du coup, Lille, c'est l'équipe qui intervient le plus haut en moyenne. C'est pas la ligne défensive, c'est un peu mal, c'est pas que c'est mal traduit, mais on pourrait comprendre la ligne défensive. Mais c'est la hauteur moyenne des actions défensives. Donc c'est Lille qui se trouve le plus haut, Paris, Rennes, on le disait, Lens, Lyon, Toulouse, Monaco. Toulouse encore, hein. Monaco, Strasbourg, etc. Monaco qui était premier, je crois, la saison dernière. Cette saison, ils redescendent pas mal en récupération haute, en intensité dans le camp adverse et tout. Opponent Defline, c'est à quel point tes adversaires jouent bas contre toi. Et c'est contre Paris que les adversaires sont le plus bas en moyenne. Et contre Nantes, qu'ils sont les seconds plus bas. Mais alors, il y a une raison à ça. C'est qu'en réalité, Nantes, alors à part, excepté l'OM,
Mais le début de saison de Nantes, c'était contre Montpellier, Angers, Saint-Etienne. Bon, il y a eu Lyon-Nice là dernièrement, mais il y a eu Toulouse, il y a eu Auxerre aussi. Donc en fait, il y a eu pas mal d'équipes qui défendaient plutôt bas contre eux, etc. Mais Lille, Lyon, voilà, ça c'est quand tu te dis, ouais, on pose souvent le bus contre nous, bah là vous avez les preuves entre guillemets. Build-up, ça c'est intéressant aussi, c'est pour voir à quel point tu réussis tes passes à la construction. Donc ça ne prend pas en compte toutes les passes qui sont dans les 30 mètres adverses, parce qu'en fait dans les 30 mètres adverses, tu n'es plus dans la construction, tu es dans la création d'occasion, c'est différent. Donc là c'est à quel point tu arrives à ressortir les ballons, si on peut dire ça. Paris s'en sort très bien, Marseille, enfin dans les passes réussies en tout cas, Lyon, Nice, Monaco, etc. Et là on a les intéressants, c'est les pertes dangereuses. À quel point les équipes perdent des ballons dangereux dans leur propre 30 mètres. Marseille, Strasbourg, Lens, qui essaient de souvent bien ressortir les ballons, bah, ils perdent beaucoup de ballons bas. Et à quel point les pertes dangereuses des adversaires, bah, voilà, Rennes est l'équipe qui arrive à faire perdre le plus de ballons dangereux à ses adversaires en Ligue 1 cette saison, mais ils n'en font rien, quoi, c'est dramatique. Après, on a Lille, Brest, Paris, Monaco, Lyon. Marseille, bon, comme il y a eu tous les rouges, bah forcément Marseille ne cherchait pas forcément à agresser l'adversaire. Mais voilà, c'est tout un tas de stats intéressantes qui permettent de voir un peu, voilà, de comprendre aussi ce classement-là. On peut voir aussi que Rennes, il y a des bonnes bases dans le style de jeu, on va dire. C'est-à-dire que ça tient les ballons haut sur le terrain, ça récupère beaucoup de ballons haut et tout. Ça force des pertes dangereuses, mais ça en fait rien derrière. On a vu aussi les équipes qui avaient manqué le plus d'occasions, etc. Et je pense qu'on va jeter un dernier coup d'œil sur Wisecout. Donc là, on a le nombre d'actions défensives par minute de possession adverse. En gros, quand tu as le ballon face à Monaco, en une minute, ils vont tenter 6,6 interventions défensives sur le porteur. Donc c'est les équipes qui mettent le plus d'intensité dans les rencontres au global. Donc Monaco, par contre, sur la rencontre au global, on a vu qu'ils étaient moins présents dans les récupérations hautes, etc. Mais dans le match au global, c'est l'équipe qui met le plus d'intensité en Ligue 1. Paris arrive à la deuxième place. Lens, Brest sont toujours dans les meilleurs, même depuis la saison dernière. Lyon, Lille, Rennes, Montpellier, Saint-Etienne, Auxerre. Marseille, pareil, il y a eu les rouges, donc dur à jauger. Puis Nantes, Le Havre, ce qui laisse quand même plus jouer l'adversaire. Le PPDA, alors c'est pas Patrick Poivre d'Arvor, mais alors là Monaco c'est intéressant de voir ça. PPDA ça veut dire que c'est la même, plus ou moins une chose similaire, mais dans le camp adverse. C'est en fait les adversaires de Monaco ont le temps de faire en moyenne 7,39 passes dans leur propre camp à eux, aux adversaires de Monaco, avant qu'un Monégasque n'essaye de récupérer le ballon. Mais n'essaye de récupérer le ballon, pas réussisse. Et on a vu que du coup Monaco n'était pas ultra présent dans les récupérations hautes. Ça veut dire qu'il y a un pressing qui est peut-être défaillant, un peu défaillant. Lens, par contre, Lens c'est l'équipe qui fait le plus de récupérations hautes en Ligue 1 cette saison. Je trouve qu'ils sont à 160, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça corrobore. Paris, ils sont deuxième et Lyon troisième dans les récupérations hautes. Donc ils arrivent bien à coordonner leur intensité avec leur récupération. Lille, Rennes, Brest, Auxerre, Strasbourg. Marseille, bon dernier. On va redire il y a les rouges, ouais, on verra au bout de 15-20 matchs. On peut peut-être finir avec les duels défensifs, parce que mine de rien, duel défensif et duel aérien, la réussite dans les duels, c'est quand même quelque chose d'important. Donc Strasbourg premier, c'est pas étonnant, c'est une équipe qui est quand même assez forte dans le domaine. On a Le Havre et Rennes ensuite. Paris qui a un taux de réussite dans les duels défensifs assez haut. C'est intéressant parce que la saison dernière, ils étaient pas loin des dernières places. Donc c'est quand même intéressant. Après, on a Reims, Monaco, Lens, Auxerre. Et dans les bons derniers, on va voir les Lyonnais. Les Lyonnais, c'est très très dur dans les duels défensifs. On se fait beaucoup passer, dribbler, on perd les duels et tout. Nantes. Marseille aussi. Bon, je ne vais pas répéter pour les rouges. Saint-Etienne, Lille, Nice, ok. Et dans les airs, je crois que Paris, c'est mieux dans les airs cette saison, notamment via Pacho, qui a plutôt un bon taux de réussite dans les duels aériens. Alors Lille premier, Le Havre, Toulouse, Lens, Paris ça va, Paris dans le top 5, Marseille ensuite, Brest, Lyon c'est un peu les bonnets d'âne. Lyon c'est les bonnets d'âne dans les duels cette saison, Montpellier, Saint-Etienne, etc. Ok, c'est intéressant. On a fait un petit peu le tour global après 10 journées de Ligue 1. J'espère que ça a pu vous aider à mieux comprendre le classement de votre équipe, à mieux comprendre aussi qu'un classement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça tient... on va dire que ça rend compte de la forme d'une équipe,
mais pas forcément de la production sous-jacente. Parfois, on a un meilleur classement que ce qui pourrait être le cas grâce à notre attaquant, grâce à nos attaquants, grâce à notre gardien, ou inversement. Donc voilà, toujours prendre le recul là-dessus. Et puis voilà, on refera sans doute un petit débrief après 20 journées, pourquoi pas, d'ici 10 journées, voir si ça a bougé, voir si du coup Toulouse est bien remonté ou pas. En général, les équipes sont toujours rattrapées par les expected points, mais parfois ça peut quand même durer toute une saison, c'est possible. Parfois c'est plus d'une saison à l'autre. Exemple, Clermont qui finit 9e la saison il y a 2 ans, je crois, Clermont qui finit 9e de Ligue 1, un truc comme ça. En fait, ils surperformaient, le gardien était très bon, etc. Et saison d'après, je crois qu'ils sont 16e ou 17e. Donc voilà, d'une saison à l'autre, c'est très dur de surperformer d'une saison à l'autre ou sous-performer, machin. Voilà. Après, sous-performer, c'est plus simple. Il y a des équipes qui tiennent des sous-performances sur plusieurs saisons. J'ai souvenir de Lyon qui a fait au moins 4 saisons. Ils avaient enchaîné 4 saisons quasiment en sous-performance. Voilà, on verra d'ici là si, ce qui s'est passé, si les équipes sont toujours à peu près dans les mêmes états de forme ou pas. Et puis voilà, et puis d'ici là, portez-vous bien. Je posterai des vidéos à l'occasion. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis sur mon projet. Je suis sur mon projet actuellement. Je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous éclairer. Et puis d'ici la prochaine, je vous dis à bientôt l'équipe.